Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, une vidéo mise à jour dans laquelle on va apporter des nouveaux éléments concernant des sujets abordés sur la chaîne, notamment l'affaire de la mosquée des Bleuets avec un rebondissement incroyable, le gendarme tué à Mougins qui prend une ampleur politique inquiétante, et pour finir, l'affaire Maman Mimi qui commence elle aussi à sentir très mauvais. Et pour commencer, on va résumer rapidement l'affaire de la mosquée, ou plutôt l'affaire de l'imam des Bleuets, car c'est en réalité lui qui est attaqué. Lui, c'est Smaïn Benjilali, l'imam de la mosquée des Bleuets à Marseille, qui est sous la menace d'une fermeture administrative par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. La raison, des propos légitimant la violence y seraient tenus depuis des années selon la préfecture. Alors, nous sommes allés à la rencontre de l'imam Ismaïl et sa version est totalement différente. Depuis qu'on a pris position pour la cause palestinienne, on a forcément attiré l'attention du préfet. Bon, il dit qu'il nous suit depuis plusieurs années. Alors si on tient des propos qui sont condamnables, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas été condamné, pourquoi on n'a pas été embêté. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est la liberté d'expression qui est menacée. Dans le communiqué de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, l'imam défend une vision fondamentaliste de la religion, légitimant le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence. Alors qu'il conteste cette procédure devant la justice administrative, Smaïn Benjilali et ses avocats ont annoncé leur intention de demander un entretien en préfecture et de déposer un référé liberté avant d'aller devant le Conseil d'État si la fermeture n'était pas suspendue par le tribunal administratif. Comprenez bien que ce sont surtout ces positions sur la Palestine qui posent problème en réalité. Il ne faut pas se leurrer. En tout cas, à peine une semaine après le recours administratif initié par cette mosquée, on apprend que le fils de l'imam a été défenestré par des hommes cagoulés et de la drogue a été retrouvée dans la cave de celui-ci. Dans la nuit de lundi à mardi, vous l'avez dit, c'est le fils de l'imam qui a été défenestré. Il est approximativement 1h du matin lorsque des individus projettent le jeune homme de 21 ans au sol. Une chute du 3e étage ici dans le 1er arrondissement de Marseille, à seulement 2 pas de la gare Saint-Charles. Selon les premiers éléments de l'enquête, un commando de plusieurs individus encagoulés s'en prennent à lui avant de le molester. Après sa chute, la victime réussit à prendre la fuite. Il est alors hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Et c'est suite à cette défenestration que le père de la victime se rend du côté de la police. Il indique aux forces de l'ordre que de la drogue a été retrouvée dans sa cave. Un peu moins d'1 kilo de résine de cannabis est retrouvé par les enquêteurs de la division de la criminalité territoriale sur place. À cette heure, les gardes à vue du père mais aussi du fils ont été levés. Et de leur côté, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour notamment tenter de retrouver les hommes du commando. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un complot contre cet imam? Ou bien est-ce qu'il est complice d'un trafic? Ou encore, est-ce qu'il est juste débordé par un fils délinquant? En tout cas, les médias, à travers Olivier Truchot le haineux, ont choisi leur camp. Écoutez cette interview hallucinante de mépris dans laquelle l'avocat de cette mosquée doit faire face au sous-entendu d'Olivier Truchot, mais également d'un député du Rassemblement national. Il est reproché, je vais reprendre si vous voulez, il est reproché à cet imam de tenir des propos discriminants contre les femmes. Pour vous, c'est la liberté d'expression. Non, vous pouvez me faire le lien entre le risque d'attentat et les propos tenus sur les femmes. Je vous invite simplement à me faire la démonstration. Vous ne niez pas donc les propos tenus sur les femmes. Vous ne niez pas ces propos discriminants. C'est que nous, on prend les éléments et on dit, montrez-nous le risque d'attentat. Le préfet a fermé pour ça, hein. Le préfet n'a pas fermé pour d'autres raisons. Pardon, d'accord. Mais maître, l'imam n'a pas relayé des messages qui appelaient les fidèles à combattre avec des armes? Non, alors, voilà. Là, on est encore dans la traduction. Alors, on va pas parler, je vais pas rentrer dans un débat théologique avec vous. Je vais encore moins rentrer dans un débat théologique avec la préfecture. Parce que ça vous arrange. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai été à l'école et qu'on m'a appris que l'État était laïque et qu'on n'avait pas à rentrer dans le dogme lui-même. On va pas discuter du Talmud, on va pas discuter de l'Ancien Testament et on va pas discuter du Coran ni des hadiths avec la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc, appeler les fidèles à combattre avec des armes, c'est de la théologie. Il aurait tenu donc des propos appelant les fidèles à combattre avec des armes. Il aurait également fait des comparaisons qui a choqué le préfet entre le Hamas, les terroristes du Hamas et Nelson Mandela. Voilà, c'est ça qui est reproché précisément. Je peux faire la comparaison très aisément, vous me tendez une perche malheureusement, c'est que Nelson Mandela était classé parmi les personnalités terroristes, était recherché à la fois par les États-Unis et le gouvernement sud-africain. Donc Nelson Mandela et les terroristes du Hamas, c'est la même chose.
J'ai pas dit ça, j'ai dit que les deux étaient qualifiés de terroristes. Excusez-moi, je suis précis quand je parle français, mais simplement pour vous dire que là, on est sur des délits d'opinion. Là encore, c'était gentil, parce que ça va tourner au vinaigre une fois qu'Olivier Truchot, à court d'arguments et d'allusions nauséabondes, passe le relais à un député Rassemblement National pour continuer le travail. Alors, Laurent Jacobelli, attendez, maître Cheikhat, Laurent Jacobelli, vous voulez réagir? Maître, bonjour. Vous placez sur le domaine du délit d'opinion et de la liberté d'expression un certain nombre de choses qui peuvent être de l'appel au viol ou de l'appel au terrorisme. Quand on justifie le viol conjugal, il peut y avoir demain des esprits faibles qui croient leur guide de la pensée, leur imam, et qui pratiquent ce que leur imam légitime. Vous pouvez imaginer que quand il légitime l'action du Hamas, certains esprits faibles peuvent entrer en terrorisme et faire, comme on l'a vu récemment, des actions contre des synagogues. Donc vous êtes d'une naïveté confondante ou d'une mauvaise foi confondante, mais on ne peut pas. Vous faites le lien entre l'attentat qui a eu lieu à la synagogue à la Grande Motte et mon client. C'est totalement aberrant, ça relève même de la diffamation. Je vous invite à modérer vos propos. S'il avait dit ici, il passait son temps à dire vive Macron, vive l'action du gouvernement et tous les imams ne disent pas vive Macron et tous les imams ne sont pas menacés. Écoutez, il y en a beaucoup qui le sont. Alors malheureusement, il y en a beaucoup qui le sont. Il y a des rapports. Je vous invite à lire. Donc en fait, l'imam n'étant pas macroniste, il est menacé de fermeture. C'est votre argument. Non. Je vous dis. Écoutez, vous parlez à longueur de temps d'islam politique. Vous invitez souvent sur vos ondes un imam, Hassan Chalroumi, pour ne pas le nommer, qui ne fait que de l'islam politique. C'est un imam qui s'exprime en tant qu'imam, qui ne prend que des positions politiques, qui sont les siennes, je ne suis pas là pour les discuter, contre Erdogan, contre le Qatar, contre les frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on reproche à cet imam. En faveur d'Israël. Non, je vous dis, là, personne ne crie à l'islam politique. Vis-à-vis, quand c'est Hassan Chalroumi, personne ne parle d'islam politique alors qu'il ne fait que ça. Mais l'histoire du fils de l'imam, ça tombe mal quand même. Écoutez, le fils de Nadine Morano a été, il n'y a pas longtemps... impliqué. Il est mort, pardon. Il est mort. Vous parlez de quelqu'un qui vient de mourir. À son âme, il est mort. Le fils d'Éric Zemmour a aussi été impliqué. Malheureusement, on ne peut pas avoir la main sur tous les membres. C'est une épreuve. Et d'ailleurs, je témoigne mon amitié dans cette épreuve. Et très bien. À toute la famille. Mais simplement, les deux dossiers sont disjoints. Je sais bien que vous, ça vous arrange de faire le lien entre les deux. C'est un drame. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je vous posais la question. Franchement, il s'en sort bien face à ces hyènes enragées. De toute façon, en général, lorsque les médias sont face à un avocat, ils se font toujours remettre à leur place. Mais en bref, ils ont juste tenté par tous les moyens de faire un lien entre trafic de drogue et islam. Et on retrouve la même chose sur LCI, avec encore un député Rassemblement National, mais cette fois, sans aucune contradiction digne de ce nom en face. Et juste, je voudrais vous dire... Je trouve intéressant et nouveau que nous abordons ce soir, parce que je sais que le Rassemblement National travaille sur ce matériau-là. C'est ce que je voulais vous dire. Qui pourrait exister sur le sol de la République française, entre des mosquées de ce type ou des prêcheurs de ce type et des organisations qui vendent de la drogue et qui financeraient de façon systématique tout cela. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous semble, encore une fois, être une affaire de corne-cul? Non, mais évidemment... des exemples précis de lieux de au Rassemblement National, ça fait des années qu'on alerte sur ce lien. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler la proposition de loi déposée par Marine Le Pen en février 2021. C'est un lien avéré oui, mais ou pas 2021, regardez, Marine Le Pen indique... Les amis, Madame la députée, les imams ne sont pas payés par les trafiquants de drogue. C'est pas ce que j'ai dit, mais je vous ai dit en fait que rien n'a été fait pour limiter le développement de l'idéologie islamiste. La France recule, les valeurs républicaines reculent. On n'est pas là pour faire... Si, tu l'as dit. Au départ, quand le présentateur te lance sur un possible lien entre trafic de drogue et islam, tu as dit qu'au Rassemblement National, vous alertiez depuis longtemps sur ce lien. Mais sans pouvoir donner le moindre exemple. Et il est là le problème. Vous assumez pas vos paroles. Vous lancez des paroles en l'air comme ça. Ils parlent sans cesse des quartiers des migrants de l'islam, mais quand tu leur fais remarquer, ils n'assument pas. C'est au point que dans la sphère médiatico-politique, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un climat anti-musulman. Ça devient quelque chose d'extraordinaire de le faire remarquer. Et en fait, il y a des ultras de la laïcité qui voudraient que la religion soit cantonnée à la sphère privée. Et bizarrement, ça tombe sur l'islam. C'est femme voilée dans la rue, bof. Restaurant, boucherie halal, bof. Alors qu'en fait, on n'a jamais eu aucun problème avec le fait religieux. On dit juste que le fait religieux n'est pas central dans la vie politique. Et moi, j'accuse des gens de racisme, clairement,
à trop stigmatiser strictement les musulmans, à fabriquer une islamophobie galopante en France, parce que c'est quand même devenu l'une des 3 ou 4 grandes passions nationales, voire la passion nationale exclusive, on a fabriqué quelque chose. Et en dernier lieu, on fabrique... C'est du racisme. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique... sorte de classement des civilisations, en fait. On dit juste que la civilisation chrétienne est supérieure à la civilisation musulmane parce que nous, on est meilleurs en laïcité. Et nier tout ça, c'est être complice, hein, très clairement. Parce que qui sont les gens que l'on peut calomnier, rabaisser, voire insulter à la télé sans être punis pour ça ? Ce sont les migrants, les Français issus de l'immigration et les musulmans. Du problème de l'immigration. L'immigration n'est pas le problème. Selon moi, ce sont des enfants d'immigrés qui causent le problème. Leurs parents n'ont jamais causé quelques difficultés, ne sont pas connus de la justice. Ce sont souvent des jeunes délinquants. Je précise juste quand même, le rappeur Zola est français. Hein. Voilà. La majorité sont français. C'est pas d'amalgame. Voilà, donc on a congolais. Voilà. Donc on a. C'est pas un problème de français ou de non français. Non, on parle de l'immigration. Non, c'est parce qu'on parlait d'immigration. Je veux juste dire que ce rappeur est français. Ah ben tu m'étonnes, des étrangers qu'on pouvait écraser, humilier, rabaisser, ils posaient pas de problème évidemment. Aujourd'hui, les générations qui ont suivi sont de plus en plus nombreuses à s'élever socialement et ça dérange. Voilà pourquoi selon moi, le noyau du problème, c'est l'accès à une instruction de qualité. Mais les bourgeois font tout pour que ce ne soit pas possible dans les quartiers. Voilà pourquoi on se retrouve avec ce genre de vol, parce que oui, c'est littéralement du vol d'argent public. Plus d'1 milliard d'euros d'argent public a été débloqué pour l'école privée en 8 ans. On sait que les lycées privés reçoivent du bif de l'État, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils peuvent recevoir des subventions facultatives des régions. Donc on te donne de l'argent et en plus on t'ajoute un pourboire estimé par Mediapart à plus d'1,2 milliard d'euros versés entre 2016 et 2023. Alors que tu as des écoles publiques qui sont limite encore sous Windows 95 avec des toilettes sans plafond ou des classes sans chauffage ni bureau. Il n'y a tellement pas assez d'argent pour l'école publique que c'est sûr que tu as des profs qui utilisent le soleil pour savoir l'heure. Et parmi les établissements qui reçoivent du bif, tu as le collège Stanislas à Paris qui aurait bénéficié en 8 ans de 1,5 million d'euros de bonus. Donc on finance à coups de millions d'euros l'école privée, donc la bourgeoisie actuelle et de demain qui n'en a pas réellement besoin, au détriment de l'école publique qu'on abandonne complètement. Et en fin de chaîne, on retrouve bien évidemment une déscolarisation précoce et entre autres de la petite délinquance. Une délinquance dont on se sert pour pointer du doigt une partie de la population et progressivement faire accepter l'idée qu'il faut être de plus en plus violent avec eux pour les mater. Un discours qu'on retrouve beaucoup dans la police et ça fait peur. Le droit républicain est bafoué depuis trop longtemps parce que la justice ne fait pas ce qu'il faut avec qui il faut. Nous, on est prêt à y aller, on est prêt à prendre les véhicules. Ils n'attendent que ça. Ils sont prêts à en découdre, quoi. Donc là, avec la mort du gendarme à Mougins, certains ont trouvé un point d'ancrage à partir duquel ils vont pouvoir justifier les solutions les plus violentes à l'égard des délinquants des quartiers. Comme si Naël ou Adama Traoré et les dizaines de bavures policières n'existaient pas. Mais ça s'arrête pas là. Ils veulent également que la justice soit encore plus dure avec eux. Je trouve qu'il y a un problème avec la justice. On n'a pas les juges n'ont pas de compte à rendre sur leur jugement et on ne sait pas pourquoi. Il y a des remises de peine. Pourquoi du jour au lendemain ils ont le droit, alors pour bonne conduite apparemment, alors ça je ne comprends pas parce qu'ils ont le droit de faire les pires bêtises, et puis pour bonne conduite parce qu'ils se tiennent bien pendant quelques mois parce qu'ils le savent, qu'à partir du moment où ils rentrent en prison, s'ils jouent le jeu, ils vont sortir. C'est pas les multirécidivistes, c'est pas normal qu'ils aient ce genre de condamnation. Enfin, c'est pas. Pour moi, la justice est mal faite. Alors encore une fois, je vais être redondant sur ça, mais pourquoi tous ces gens ne sont pas aussi véhéments pour dénoncer le laxisme judiciaire autour de la pédocriminalité par exemple ? C'est-à-dire qu'ils militent tout le temps pour que la justice soit plus dure envers les délinquants classiques, et pourquoi pas, moi je suis pas contre, même si on sait qu'ils visent principalement les quartiers, on va pas se mentir. Mais par contre, la pédocriminalité de réseau qui est un véritable fléau dans notre pays, non, ils trouvent pas que ce soit une priorité. Ils ne dénoncent jamais le laxisme judiciaire autour de ce sujet-là. Et également, quand on demande plus de fermeté, la moindre des choses, c'est de commencer par être exemplaire soi-même. Parce que quand on voit le nombre hallucinant de bavures policières, même filmées, qui n'ont abouti à aucune sanction significative, voilà quoi. Et ça a des conséquences, comme celle-ci, des policiers bien alcoolisés qui s'amusent à tirer avec leur arme de service depuis leur balcon.
ils prendront aucune sanction. Ou pas une sanction digne de ce nom, soyez-en sûrs. Donc moi, je veux bien qu'on protège plus les policiers, qu'ils aient plus de moyens, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais ça doit aller obligatoirement avec une réflexion autour de notre police et gendarmerie. Parce que leur image a été totalement salie ces dernières années par des brebis galeuses bien protégées par les syndicats de police notamment. Et ça me permet de reparler de l'affaire Maman Mimi, cette dame qui a été victime d'une agression raciste sur son lieu de travail. On a des nouvelles par rapport à ça, mais pour commencer, on va résumer pour ceux qui n'étaient pas au courant. Moi, je me gare là parce que je suis en train de travailler. J'étais avec ma collègue, on faisait ce carreau. Et il y a une jeune dame qui me demande de libérer la place. Son compagnon, il me dit, madame, si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. J'ai enlevé les gants, je suis sortie par là. Et son véhicule, il était garé ici. Il m'a mis par terre, là. Il a commencé à me donner des coups. La deuxième fois qu'il m'a mis par terre, il me dit, je vais te marquer, sale n***resse. En sortant son couteau, il voulait me trancher la gorge. Je me suis débattue, heureusement. Et c'est comme ça que le couteau, il est parti là. Voilà. Bien évidemment, il s'agit d'une femme noire agressée par des blancs, donc les médias n'en parlent pas. Mais ce qui est troublant, c'est qu'elle va ensuite porter plainte au commissariat. Et ça se passe très mal, parce qu'on va même l'accuser d'être elle-même à l'origine de l'agression. De retour chez eux, la police commence à harceler par téléphone Maman Mimi en lui disant de revenir pour changer sa déposition. Jessica, la fille de Maman Mimi, contacte un avocat, mais 30 minutes plus tard, 3 voitures de police et 11 policiers embarquent Maman Mimi pour la placer en garde à vue. Étant donné qu'elle refusait de changer sa déposition et de parler sans avocat, Maman Mimi a subi une pression folle de la part de la police pendant 22 heures. Et pendant 22 heures, elle a tenu bon. J'ai oublié de dire, lorsque la police est arrivée pour embarquer Maman Mimi, l'avocat leur a dit que c'était pas nécessaire, que c'était une dame âgée de 57 ans, qu'elle allait aller nulle part. L'OPJ a répondu, on n'est pas aux États-Unis ici, on arrête les gens comme on veut. Ce n'est pas fini. Étant donné que la vidéo de Jessica, la fille de Maman Mimi, a fait des millions de vues, elle a elle aussi été placée en garde à vue, soi-disant pour atteinte à la sécurité du territoire, parce que c'était pendant les JO, et vous vous souvenez, on devait faire semblant devant les invités. Ce dont la police avait peur, c'était que cette histoire déclenche une émeute. Il y a clairement une volonté de protéger les agresseurs, mais la question c'est pourquoi. En tout cas, un député LFI s'est saisi du dossier, en tout cas a apporté son soutien public à Maman Mimi, mais il passe rapidement sur quelque chose qui selon moi est essentiel. Bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie de Maman Mimi qui a été agressée assez violemment fin juillet, une agression raciste qui s'est produite à Saint-Fargeau-Ponthierry, donc dans ma circonscription. C'est une affaire qui pour l'instant est sous les radars, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait se pencher plus tard. Moi, si je suis présent ici en sa compagnie, c'est pour lui montrer et lui afficher mon soutien public. Une affaire qui passe sous les radars pour plein de raisons, mais on en reparlera plus tard, non? Il faut les dire maintenant, les raisons, pas dans 6 mois. S'il est au courant, il faut le dire, parce que la procédure est stagne, et s'il n'y a pas un soulèvement qui pousse à ce que les médias et les politiques en parlent, cette affaire elle sera enterrée. Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous donner des suites de l'affaire Maman Mimi. Nous avons vu notre avocat et notre avocat nous a dit qu'il n'avait pas encore, à notre grande surprise, qu'il n'avait pas encore accès au dossier, tout simplement parce que la justice a décidé de mettre le dossier de ma mère sous enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'est une enquête préliminaire? Je vais vous donner la définition juridique. Cela veut dire qu'ils ont besoin de vérifier les bien-fondés de la poursuite, donc savoir si ça mérite d'aller en jugement ou d'être classé sans suite. Donc cela veut dire que le dossier de ma mère, la plainte de ma mère est toujours aux mains de la police et non du procureur. Malgré le visage tuméfié de ma mère, le témoignage de ma mère, le témoignage du témoin de ma mère, les aveux, les certificats médicaux, la justice a décidé qu'il fallait plus de preuves. De 1. De 2. Cela veut dire que les agresseurs sont toujours considérés comme innocents. Il faut savoir que quand une affaire est sous enquête préliminaire, cela peut prendre des années avant que le procureur puisse en avoir le dossier. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui pue dans cette affaire. Donc je vous invite à faire le plus de bruit possible autour de tout ça, parce que les agresseurs ne sont pas des gens lambda. Ils sont protégés, et c'est pas pour rien. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 affaires, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai reçu des commentaires disant qu'ils avaient été désabonnés malgré eux, donc regardez si vous l'êtes toujours. Mettez un pouce et partagez. Moi, je vous donne rendez-vous demain
avec une grosse vidéo sur le grand rabbin de France, Hanouna et Bassem. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!